C'est Esteban Green, et encore une fois merci de regarder cet épisode de Capsule Technique, une émission francophone qui parle de game design. Dans cette étude de cas, nous allons démontrer que Hyper Light Drifter peut être interprété comme une allégorie de la maladie et du parcours d'un patient en phase terminale. Hyper Light Drifter est donc un jeu de Heart Machine sorti en 2016. Son game designer est Alex Preston. Celui-ci vous fait incarner un drifter, c'est-à-dire un aventurier qui parcourt un monde en ruine à la recherche d'anciennes technologies. Très tôt dans le jeu, on s'aperçoit que notre avatar est souffrant et qu'en plus de technologie, il est à la recherche d'un remède à sa maladie. Parler d'Hyper Light Drifter est difficile. Le jeu a complètement échoué sa campagne de communication. La stratégie prédiscursive du titre était de nous proposer une expérience ressemblant à Zelda. Les joueurs ont donc été pris au dépourvu lorsqu'ils se sont retrouvés face à un Dark Souls pixelisé. Concernant le jeu en lui-même, Hyper Light Drifter propose un gameplay assez conventionnel, reposant sur l'alternance de phases d'exploration et de phases de combat en arène. Une fois les règles du jeu maîtrisées, celui-ci devient extrêmement plaisant à parcourir. La sensation de contrôle et de maîtrise des actions in-game est visible et une fois que tout cela est acquis, le gameplay se transforme quasiment en une danse parfaitement exécutée. De même, l'environnement design du jeu offre un pixel art somptueux, qui après Fez définit un nouveau standard en termes de créativité et de réalisation. Chaque scène est un tableau. Il est impossible de ne pas voir Hyper Light Drifter comme un hommage au Château dans le ciel et Nausicaa de Miyazaki et du studio Ghibli. Bref, HLD est un exercice très propre, quelque chose de parfait qui est difficilement attaquable sur sa forme. Un peu comme un devoir rendu par un premier de la classe. Au premier abord, le travail respire la qualité, mais il faut vraiment creuser pour savoir si le jeu n'est pas qu'une application mécanique de concept de game design. Par contre, à la première lecture, la courbe de difficulté de HLD est assez éprouvante. Le premier boss est un pic de difficulté qui contraste énormément à la difficulté précédemment maîtrisée par le joueur. Globalement, HLD est un Dark Souls tout en pixel art, et en mode quasi de boss rush. Cependant, il ne faut pas nécessairement voir le côté castrateur et la quête identitaire que cela implique dans la série de Miyazaki et de From Software. Bref, une fois le jeu fini, je ne savais pas trop quoi en penser. Je me suis retrouvé un peu bête devant un exercice de style parfaitement mené par Alex Preston et son équipe. Et puis c'est tout, rien de plus. J'ai pensé que le jeu avait été un peu trop rapide dans sa conclusion, et cela a créé un sentiment d'incompréhension avec une question en tête, suis-je passé à côté du jeu et de son message? Et puis plus rien. Pendant 2 jours, je n'ai plus pensé à HLD. Finalement, après la lecture de quelques paratextes, j'ai appris qu'Alex Preston souffrait d'une condition au cœur et qu'il a plusieurs fois été hospitalisé pendant le développement du jeu. C'est à ce moment que je compris la volonté de Preston de transmettre son expérience de la maladie dans un jeu vidéo. HLD pourrait presque être considéré comme une autobiographie vidéoludique. Mais cela pose une question fondamentale pour le game design. Comment représenter par le gameplay ce que cela fait de souffrir d'une condition similaire à celle d'Alex Preston? Et c'est à partir de ce moment que HLD devint un véritable chef-d'œuvre à mes yeux. Là où certains jeux ne représentent des émotions ou des phénomènes uniquement par l'environnement, les décors et les cinématiques, Preston a su retranscrire la maladie dans le gameplay, et notamment la courbe de difficulté du jeu. Avant toute chose, notons que le design de l'environnement suggère la maladie aux joueurs. Le monde dans lequel on évolue est détruit. Il ne s'agit quasiment que d'îlots comme si la destruction se faisait à petit feu. Toute la diégèse du jeu suggère que ses habitants subissent une forme d'aliénation par la maladie et la destruction. Ainsi, au nord, les corps des habitants ne leur appartiennent plus, mais sont la possession d'une secte religieuse et cannibale. À l'est, les habitants sont devenus les esclaves des hommes crapauds. À l'ouest, le cristal attaquant la forêt se comporte comme un virus se propageant. Et enfin, la zone du sud suggère la manipulation génétique et la transformation des corps par la science et la recherche. Si la diégèse du jeu expose et suggère un rapport à la maladie, c'est surtout par le gameplay directement que le jeu propose de nous faire comprendre cette maladie. Dès le début du jeu, on nous expose que notre personnage est malade. Les pertes de contrôle et les crachats de sang suggèrent une condition au poumon ou au cœur. Bref, quelque chose de très grave et difficilement soignable par quelques soins de fortune prodigués au début du jeu. L'un des premiers éléments identifiables concerne la façon dont notre héros regagne de la vie. On a l'impression de voir une injection à partir d'une seringue. C'est une référence directe à ce que Preston doit faire dans la vie de tous les jours. Concernant les ennemis, il est intéressant de noter la façon dont ils apparaissent aux joueurs. Toutes les zones proposent un ennemi de base identique. Puis, au fur et à mesure de l'avancée du joueur dans la zone, les ennemis se diversifient et leur puissance augmente. En général, le joueur rencontre à mi-parcours un nouvel ennemi plus puissant avant de voir apparaître le boss. Les ennemis et leurs agencements dans le parcours du joueur peut être interprétés de 2 façons. Premièrement, le jeu, par son game design, nous prépare en réalité de manière implicite à affronter les boss. En effet, chaque ennemi possède individuellement les compétences du boss, et le joueur va les affronter progressivement. Secondement, il est aussi intéressant de voir les ennemis comme des métaphores d'un virus.
même si celui-ci a une base commune, c'est-à-dire cet ennemi commun auquel nous faisions référence, il se développe de manière différente en fonction de son environnement. Vient maintenant la question épineuse des boss. Ceux-ci sont des pics de difficulté gigantesques par rapport à la difficulté absolue du jeu. Même si la courbe de difficulté que j'ai présentée en début de vidéo est erronée, HLD est un jeu à progression. Cela veut dire que la difficulté est totalement maîtrisée par le game designer. La difficulté absolue du jeu est relativement élevée, mais les boss représentent des pics de difficulté qui vont frustrer les joueurs. Le premier boss est particulièrement éprouvant pour celui qui n'a que quelques heures de jeu derrière lui. Mon interprétation de cette difficulté est qu'elle symbolise le fait de vivre avec la maladie. En temps normal, il est plus difficile de vivre avec une condition, ce qui se représente par la difficulté plus élevée du jeu. Les boss représentent alors les crises que peut vivre un malade. Ainsi, en connaissant un peu mieux Alex Preston, j'ai ressenti les boss comme des métaphores de crise cardiaque. Puis, on s'aperçoit que le game design des zones suit exactement les mêmes boucles d'inter-réaction. Le jeu crée donc une routine qui permet aux joueurs de comprendre ce que c'est de vivre avec une condition au cœur, un cancer ou autre. C'est une routine de vie difficile, avec son lot de crises et ses éléments annonciateurs. Les patients aussi sont conscients de cette routine et de ce qui va se reproduire par la suite. Il est intéressant de noter que dans cette réflexion, les joueurs ayant abandonné le jeu sans avoir battu le premier boss peut presque se comprendre comme un patient abandonnant sa lutte pour rester en vie. Le jeu nous pousse à lutter pour notre survie, à surmonter les crises auxquelles nous faisons face. Il veut nous faire un tout petit peu comprendre ce que c'est de s'accrocher à la vie, à lutter pour surpasser une crise. Vient le moment où, sans trop le comprendre, les cycles routiniers finissent par s'accélérer. Les crises, symbolisées par les boss, deviennent de plus en plus fréquentes. Les mini-boss de la dernière zone du jeu sont scénarisés de sorte à faire comprendre cela au joueur, si celui-ci n'avait pas remarqué qu'il passait de moins en moins de temps à parcourir les zones. Alex Preston a particulièrement su maîtriser le rythme du jeu. Bien qu'il nous installe dans une routine, les derniers boss surviennent trop tôt par rapport aux prévisions du joueur. Il y a donc tout un dialogue entre l'installation d'une routine, les anticipations du joueur et l'effet de surprise créé par l'apparition des boss. Lorsque l'on est souffrant, on sait qu'une crise va de nouveau se produire. On connaît les signes précurseurs, mais on est toujours surpris par cette crise. Et ça, Preston le transcrit parfaitement dans son jeu. Le dernier boss est aussi lourd de sens. Il est extrêmement difficile à battre, mais il existe une technique qui permet de gagner presque sans rien faire. Peut-être que l'on peut y voir la découverte d'un médicament. Ce dernier boss représente la dernière crise que vit le malade. Le fait qu'elle soit aussi rapprochée dans le temps des précédentes crises, ainsi qu'il n'y ait pas vraiment de phase exploratoire la précédente, crée son imprédictibilité. Et vient maintenant la question de certains objets du jeu. Le chien noir et le cristal symbolisant la quête du joueur. Hyper Light Drifter possède une histoire qui, bien que présente, laisse beaucoup de place à l'interprétation. Comment ont disparu les géants? Pourquoi avons-nous l'impression que le monde a été créé de toutes pièces par une civilisation ancienne? Comment les habitants ont réussi à survivre depuis cette grande guerre présentée en introduction? De nombreuses théories ont émergé car la compréhension de l'histoire du jeu passe par un véritable dialogue entre le jeu et le joueur. Ce dernier va être obligé d'aller chercher des références qui lui sont propres pour pouvoir co-construire le récit. Une théorie qui commence à faire office de standard explique notamment qu'il faut comprendre le chien comme étant la représentation d'Anubis, déité égyptienne de la mort. De même, on peut raccrocher ce chien noir au mythe éponyme de la culture anglo-saxonne. Ce chien, vous le connaissez déjà puisque c'est notamment celui-ci que rencontre Sherlock Holmes dans Le Chien des Baskervilles. Ainsi, ce personnage du jeu est annonciateur de la mort future du joueur. J'ai personnellement une autre lecture de cette métaphore. J'aime particulièrement me raccrocher à la réalité ordinaire, la vie de tous les jours. Dans ce cadre, on peut voir le chien noir comme une métaphore du docteur indiquant à son patient les épreuves qu'il va devoir traverser pour surmonter sa maladie. La toute fin du jeu est aussi extrêmement intéressante à ce sujet. Nous nous retrouvons auprès du feu en train de mourir et le chien noir nous regarde comme un médecin qui resterait au chevet de son patient. La situation aussi est grotesque. Les feux de camp sont généralement vus comme des points de repos où les joueurs regagnent leur énergie. Or, il s'agit ici du lieu de notre mort. La situation est donc lourde de sens dans la grammaire vidéoludique. En détournant les codes établis depuis peut-être Golden Axe, Alex Preston crée une situation familière au joueur et lui donne un tout autre sens. Tout ce qui vient d'être dit me laisse penser qu'Hyper Light Drifter est un jeu particulièrement pessimiste. Tout au long du jeu, nous tentons de nous rapprocher du cristal. Celui-ci peut être vu comme notre sauveur ou comme la cause de notre maladie. Le fait de l'atteindre puis de s'en éloigner et le fait de vaincre le dernier ennemi du jeu pourrait nous laisser penser que nous avons surmonté les épreuves nécessaires pour guérir. Or, nous finissons tout de même par mourir malgré tous nos efforts. Ici, le jeu vidéo diffuse clairement un message fataliste sur la maladie et le parcours du patient. Ce dernier est voué à une mort certaine. L'absence de true ending confirme cette volonté d'exprimer la fatalité qui s'abat sur les personnes atteintes d'une condition au cœur ou d'une toute autre maladie. Aux premiers abords, HLD est finalement très austère. Le gameplay est basique mais rigoureux.
Nous n'avons pas une palette extraordinaire de mouvements, mais ceux à notre disposition doivent être parfaitement maîtrisés. Malgré toutes nos actions, il est difficile de savoir si nous avons sauvé ou tout simplement impacté l'univers du jeu. Le jeu installe une distance entre le joueur et le monde. C'est cette distance qui est ressentie par un patient en phase terminale. Ma démonstration avait pour objectif d'exposer Hyper Light Drifter comme une allégorie du parcours du malade. La courbe de difficulté du jeu en est l'incarnation dans le gameplay. De même, toutes les étapes du patient sont présentées. La perte progressive de ses amis ayant la même condition, la relation avec le docteur et cette lutte impossible contre la mort. HLD n'est pas véritablement un jeu auquel je souhaite rejouer, mais il brille par sa capacité à nous faire comprendre un peu ce que c'est de vivre en souffrant d'une maladie. Injuste parce que nous ne choisissons pas d'être malade au début du jeu. HLD excelle dans sa capacité à nous raccrocher à la réalité ordinaire de centaines de milliers de personnes souffrant d'un cancer, ou d'une condition au cœur, ou au poumon, ou tout le reste. Il s'inscrit aussi dans les nouvelles formes vidéoludiques que sont les jeux autobiographiques et les memorial games comme That Dragon Cancer. Tout cela me laisse penser que l'objectif de Hyper Light Drifter n'est pas spécialement d'être rejouable, car personne ne souhaiterait vivre une deuxième fois la maladie telle qu'elle est dépeinte dans ce jeu. Il s'agit plutôt de la dernière promenade que ferait un patient en phase terminale. Et pour tout cela, j'éprouve une affection sans borne pour le travail d'Alex Preston. J'espère que maintenant, vous verrez plus dans ce jeu qu'un simple Dark Souls, mais une œuvre d'art dont l'universalité du message est transcendée par son aspect vidéoludique. Internet, encore une fois merci du fond du cœur de m'avoir écouté. N'hésite pas à me donner ton avis, je serai très heureux de pouvoir discuter avec toi. En attendant, comme toujours, je t'aime énormément et te dis à la prochaine. C'est Esteban Green, et encore une fois merci de regarder cet épisode de Capsule Technique, une émission francophone qui parle de game design. Dans cette étude de cas, nous allons démontrer que Hyper Light Drifter peut être interprété comme une allégorie de la maladie et du parcours d'un patient en phase terminale. Hyper Light Drifter est donc un jeu de Heart Machine sorti en 2016. Son game designer est Alex Preston. Celui-ci vous fait incarner un drifter, c'est-à-dire un aventurier qui parcourt un monde en ruine à la recherche d'anciennes technologies. Très tôt dans le jeu, on s'aperçoit que notre avatar est souffrant et qu'en plus de technologie, il est à la recherche d'un remède à sa maladie. Parler d'Hyper Light Drifter est difficile. Le jeu a complètement échoué sa campagne de communication. La stratégie prédiscursive du titre était de nous proposer une expérience ressemblant à Zelda. Les joueurs ont donc été pris au dépourvu lorsqu'ils se sont retrouvés face à un Dark Souls pixelisé. Concernant le jeu en lui-même, Hyper Light Drifter propose un gameplay assez conventionnel, reposant sur l'alternance de phases d'exploration et de phases de combat en arène. Une fois les règles du jeu maîtrisées, celui-ci devient extrêmement plaisant à parcourir. La sensation de contrôle et de maîtrise des actions in-game est visible et une fois que tout cela est acquis, le gameplay se transforme quasiment en une danse parfaitement exécutée. De même, l'environnement design du jeu offre un pixel art somptueux, qui après Fez définit un nouveau standard en termes de créativité et de réalisation. Chaque scène est un tableau. Il est impossible de ne pas voir Hyper Light Drifter comme un hommage au Château dans le ciel et Nausicaa de Miyazaki et du studio Ghibli. Bref, HLD est un exercice très propre, quelque chose de parfait qui est difficilement attaquable sur sa forme. Un peu comme un devoir rendu par un premier de la classe. Au premier abord, le travail respire la qualité, mais il faut vraiment creuser pour savoir si le jeu n'est pas qu'une application mécanique de concepts de game design. Par contre, à la première lecture, la courbe de difficulté de HLD est assez éprouvante. Le premier boss est un pic de difficulté qui contraste énormément à la difficulté précédemment maîtrisée par le joueur. Globalement, HLD est un Dark Souls tout en pixel art, et en mode quasi de boss rush. Cependant, il ne faut pas nécessairement voir le côté castrateur et la quête identitaire que cela implique dans la série de Miyazaki et de From Software. Bref, une fois le jeu fini, eh bien je ne savais pas trop quoi en penser. Je me suis retrouvé un peu bête devant un exercice de style parfaitement mené par Alex Preston et son équipe. Et puis c'est tout, rien de plus. J'ai pensé que le jeu avait été un peu trop rapide dans sa conclusion, et cela a créé un sentiment d'incompréhension avec une question en tête, suis-je passé à côté du jeu et de son message? Et puis plus rien. Pendant 2 jours, je n'ai plus pensé à HLD. Finalement,
Après la lecture de quelques paratextes, j'ai appris qu'Alex Preston souffrait d'une condition au cœur et qu'il a plusieurs fois été hospitalisé pendant le développement du jeu. C'est à ce moment que je compris la volonté de Preston de transmettre son expérience de la maladie dans un jeu vidéo. HLD pourrait presque être considéré comme une autobiographie vidéoludique. Mais cela pose une question fondamentale pour le game design. Comment représenter par le gameplay ce que cela fait de souffrir d'une condition similaire à celle d'Alex Preston? Et c'est à partir de ce moment que HLD devint un véritable chef-d'œuvre à mes yeux. Là où certains jeux ne représentent des émotions ou des phénomènes uniquement par l'environnement, les décors et les cinématiques, Hyper Light Drifter propose un gameplay assez conventionnel, reposant sur l'alternance de phases d'exploration et de phases de combat en arène. Une fois les règles du jeu maîtrisées, celui-ci devient extrêmement plaisant à parcourir. La sensation de contrôle et de maîtrise des actions in-game est visible et une fois que tout cela est acquis, le gameplay se transforme quasiment en une danse parfaitement exécutée. De même, l'environnement design du jeu offre un pixel art somptueux, qui après phase définit un nouveau standard en termes de créativité et de réalisation. Chaque scène est un tableau. Il est impossible de ne pas voir Hyper Light Drifter comme un hommage au Château dans le ciel et Nausicaa de Miyazaki et du studio Ghibli. Bref, HLD est un exercice très propre, quelque chose de parfait qui est difficilement attaquable sur sa forme. Un peu comme un devoir rendu par un premier de la classe. Au premier abord, le travail respire la qualité, mais il faut vraiment creuser pour savoir si le jeu n'est pas qu'une application mécanique de concept de game design. Par contre, à la première lecture, la courbe de difficulté de HLD est assez éprouvante. Le premier boss est un pic de difficulté qui contraste énormément à la difficulté précédemment maîtrisée par le joueur. Globalement, HLD est un Dark Souls tout en pixel art, et en mode quasi de boss rush. Cependant, il ne faut pas nécessairement voir le côté castrateur et la quête identitaire que cela implique dans la série de Miyazaki et de From Software. Bref, une fois le jeu fini, je ne savais pas trop quoi en penser. Je me suis retrouvé un peu bête devant un exercice de style parfaitement mené par Alex Preston et son équipe. Et puis c'est tout, rien de plus. J'ai pensé que le jeu avait été un peu trop rapide dans sa conclusion, et cela a créé un sentiment d'incompréhension avec une question en tête, suis-je passé à côté du jeu et de son message? Et puis plus rien. Pendant 2 jours, je n'ai plus pensé à HLD. Finalement, après la lecture de quelques paratextes, j'ai appris qu'Alex Preston souffrait d'une condition au cœur et qu'il a plusieurs fois été hospitalisé pendant le développement du jeu. C'est à ce moment que je compris la volonté de Preston de transmettre son expérience de la maladie dans un jeu vidéo. HLD pourrait presque être considéré comme une autobiographie vidéoludique. Mais cela pose une question fondamentale pour le game design. Comment représenter par le gameplay ce que cela fait de souffrir d'une condition similaire à celle d'Alex Preston? Et c'est à partir de ce moment que HLD devint un véritable chef-d'œuvre à mes yeux. Là où certains jeux ne représentent des émotions ou des phénomènes uniquement par l'environnement, les décors et les cinématiques, Preston a su retranscrire la maladie dans le gameplay, et notamment la courbe de difficulté du jeu. Avant toute chose, notons que le design de l'environnement suggère la maladie aux joueurs. Le monde dans lequel on évolue est détruit. Il ne s'agit quasiment que d'îlots comme si la destruction se faisait à petit feu. Toute la diégèse du jeu suggère que ses habitants subissent une forme d'aliénation par la maladie et la destruction. Ainsi, au nord, les corps des habitants ne leur appartiennent plus, mais sont la possession d'une secte religieuse et cannibale. À l'est, les habitants sont devenus les esclaves des hommes crapauds. À l'ouest, le cristal attaquant la forêt se comporte comme un virus se propageant. Et enfin, la zone du sud suggère la manipulation génétique et la transformation des corps par la science et la recherche. Si la diégèse du jeu expose et suggère un rapport à la maladie, c'est surtout par le gameplay directement que le jeu propose de nous faire comprendre ça pour surpasser une crise. Vient le moment où sans trop le comprendre, les cycles routiniers finissent par s'accélérer. Les crises, symbolisées par les boss, deviennent de plus en plus fréquentes. Les mini-boss de la dernière zone du jeu sont scénarisés de sorte à faire comprendre cela au joueur, si celui-ci n'avait pas remarqué qu'il passait de moins en moins de temps à parcourir les zones. Alex Preston a particulièrement su maîtriser le rythme du jeu. Bien qu'il nous installe dans une routine, les derniers boss surviennent trop tôt par rapport aux prévisions du joueur. Il y a donc tout un dialogue entre l'installation d'une routine, les anticipations du joueur et l'effet de surprise créé par l'apparition des boss. Lorsque l'on est souffrant, on sait qu'une crise va de nouveau se produire. On connaît les signes précurseurs, mais on est toujours surpris par cette crise. Et ça, Preston le transcrit parfaitement dans son jeu. Le dernier boss est aussi lourd de sens. Il est extrêmement difficile à battre, mais il existe une technique qui permet de gagner presque sans rien faire. Peut-être que l'on peut y voir la découverte d'un médicament. Ce dernier boss représente la dernière crise que vit le malade. Le fait qu'elle soit aussi rapprochée dans le temps des précédentes crises, ainsi qu'il n'y ait pas vraiment de phase exploratoire la précédente, crée son imprédictibilité. Et vient maintenant la question de certains objets du jeu. Le chien noir et le cristal symbolisant la quête du joueur. Hyper Light Drifter possède une histoire qui, bien que présente,
laisse beaucoup de place à l'interprétation. Comment ont disparu les géants? Pourquoi avons-nous l'impression que le monde a été créé de toutes pièces par une civilisation ancienne? Comment les habitants ont réussi à survivre depuis cette grande guerre présentée en introduction? De nombreuses théories ont émergé car la compréhension de l'histoire du jeu passe par un véritable dialogue entre le jeu et le joueur. Ce dernier va être obligé d'aller chercher des références qui lui sont propres pour pouvoir co-construire le récit. Une théorie qui commence à faire office de standard explique notamment qu'il faut comprendre le chien comme étant la représentation d'Anubis, déité égyptienne de la mort. De même, on peut raccrocher ce chien noir au mythe éponyme de la culture anglo-saxonne. Ce chien, vous le connaissez déjà puisque c'est notamment celui-ci que rencontre Sherlock Holmes dans Le Chien des Baskervilles. Ainsi, ce personnage du jeu est annonciateur de la mort future du joueur. J'ai personnellement une autre lecture de cette métaphore. J'aime particulièrement me raccrocher à la réalité ordinaire, la vie de tous les jours. Dans ce cadre, on peut voir le chien noir comme une métaphore du docteur indiquant à son patient les épreuves qu'il va devoir traverser pour surmonter sa maladie. La toute fin du jeu est aussi extrêmement intéressante à ce sujet. Nous nous retrouvons auprès du feu en train de mourir et le chien noir nous regarde comme un médecin qui resterait au chevet de son patient. La situation aussi est grotesque. Les feux de camp sont généralement vus comme des points de repos où les joueurs regagnent leur énergie. Or, il s'agit ici du lieu de notre mort. La situation est donc lourde de sens dans la grammaire vidéoludique. En détournant les codes établis depuis peut-être Golden Axe, Alex Preston crée une situation familière au joueur et lui donne un tout autre sens. Tout ce qui vient d'être dit me laisse penser qu'Hyper Light Drifter est un jeu particulièrement pessimiste. Tout au long du jeu, nous tentons de nous rapprocher du cristal. Celui-ci peut être vu comme notre sauveur ou comme la cause de notre maladie. Le fait de l'atteindre puis de s'en éloigner et le fait de vaincre le dernier ennemi du jeu pourrait nous laisser penser que nous avons surmonté les épreuves nécessaires pour gagner.